Ça chauffe entre des bouchers et des militants de la cause animale. À 8 mois des européennes, la première élection nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron est dans toutes les têtes, alors que l'immigration s'annonce déjà comme le débat principal de ces élections. On en parle aujourd'hui avec le député de la France Insoumise, Éric Coquerel. Et voilà. Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Alors, cette nuit, l'association 269 Libération Animale a appelé une grande mobilisation devant plusieurs abattoirs, une nuit debout devant les abattoirs. La situation était assez tendue. Ils étaient là pour dénoncer ce qu'ils appellent un massacre des animaux vécu comme une oppression. Des centaines de militants en sont même venus aux mains avec des bouchers. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que ça m'inspire, alors sur le fond, déjà, parce que c'est de ça dont on parle. Je n'ai pas vu les événements dont vous parlez, donc j'en serai pas juge sur les affrontements dont vous parlez, etc. Ce que ça m'inspire, c'est que on traite les animaux, et heureusement, ça devient maintenant un fait de société, ça se sait, de manière insupportable. Insupportable. La plupart des abattoirs fonctionnent de manière anormale, avec, j'allais dire, un traitement qui vis-à-vis d'animaux, donc enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui n'est plus supportable. Voilà. Et je crois que c'est bien que la société réfléchisse à cette question. Alors, il y a une différence entre réfléchir à ces questions. Là, on est face à des militants qui appellent à une désobéissance civile. Est-ce que c'est une façon de faire avancer les questions ? Chaque militant, chaque manifestant, à partir du moment où ça se passe de manière pacifique, a le droit d'exercer ses opinions comme il le souhaite. D'accord, c'est une action que vous ne condamnez pas du tout. Vous m'interrogez sur une action que je n'ai pas vue. Donc, je veux faire attention par rapport à ça. Par exemple, il y a quelques actions minoritaires face à des bouchers, je pense que ce n'est pas des bonnes actions, ce n'est pas de manière de faire, mais ce n'est pas la manière majoritaire avec laquelle s'expriment tous ceux qui, justement, remettent en question une condition de la vie animale, une condition en plus de la mort animale qui n'est plus supportable, que nous ne supportons plus, nous avons raison, parce que notre société progresse et à un moment donné met en question le fait que la manière dont nous traitons les animaux, quelque part, renvoie en fait au type de société que nous avons. Vous le savez, il y a des extinctions aujourd'hui, alors ce n'est pas le cas des animaux domestiques, je vais y venir, mais il y a des extinctions aujourd'hui absolument terribles de beaucoup d'espèces dont nous portons une large responsabilité et en même temps que nous avons un discours légitime sur la question du climat, de la question de l'environnement, remettant en danger l'espèce humaine, je crois aussi il est temps de nous interroger sur quelque chose qui aura des conséquences, parce que ce n'est pas vrai. Quand vous avez des oiseaux, quand vous avez des abeilles, quand vous avez des espèces humaines qui disparaissent tous les jours, ça évidemment a un rapport avec la planète dans laquelle nous vivons. Donc ça, c'est plus supportable. Et sur les animaux domestiques, je vous le dis très clairement, et je vous le dis d'autant plus que je suis un consommateur de viande, mais on consomme trop de viande, bien évidemment. Pour faire changer les mentalités, c'est ça, il faut faire des actions coup de poing. En tout cas, des actions d'agit-prop pour faire réfléchir, oui, moi je pense que c'est positif. Et c'est vrai que la plupart des abattoirs, c'est pas supportable. Malheureusement, c'est pas seulement certains abattoirs. Heureusement qu'on a eu ces associations pour révéler comment, dans certains abattoirs, ça se passait. Et quand je dis dans certains abattoirs, je pense aussi aux personnes, aux employés de ces abattoirs qui se retrouvent, je veux dire, à donner la mort dans des conditions insupportables et qui ne peut, à un moment donné, que les atteindre également. Donc voilà, je pense que les actions agit-prop, dès lors qu'elles sont pacifiques, je le répète encore, nous interrogent, nous amènent à réfléchir à notre rapport aux animaux. La société a besoin de réfléchir sur ces questions. Ça c'est clair, et heureusement elle le fait, elle commence à le faire. D'accord, alors sur un tout autre sujet, sans transition, on va parler des européennes. On est à 8 mois de ce premier scrutin national, donc très important du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant, c'est que plus on se rapproche de ce scrutin, on voit par l'action presque conjuguée d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen une bipolarisation du débat entre d'un côté les pro-européens qui se présentent comme progressistes et de l'autre des conservateurs eurosceptiques qualifiés parfois de nationalistes. Comment vous qualifiez cette bipolarisation ? Est-ce que ce n'est pas étouffant ? Ça fait l'affaire des deux. Donc ça ne m'étonne pas que quelque part les deux s'y engouffrent. Ça fait l'affaire
des libéraux qui sont repeints en progressistes. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de progressiste chez Emmanuel Macron aujourd'hui, sur le plan social, écologique, démocratique, je ne vois pas très bien. Et puis ça fait l'affaire de l'extrême droite qui est dépeinte comme la seule, finalement, le seul adversaire et la seule à s'occuper d'une question centrale, qui est la question de la souveraineté des peuples. Bon. Sauf qu'elle le dérive évidemment sur la haine des autres peuples, la haine de l'étranger. Elle ne donne aucune solution et surtout, en plus, elle est décliniste. L'extrême droite est décliniste. Nous disons par exemple que la France, deuxième puissance économique en Europe, pays bientôt le plus peuplé, si la France tape du poing sur la table et dit ça, ces traités-là tels qu'ils sont, c'est plus supportable. Parce que, par exemple, ça s'opposerait au programme de France Insoumise si nous gouvernons bientôt ce pays. Alors justement, eh bien, nous pensons que nous pouvons faire changer les choses. Bon, à partir du moment où il est entendu que rien ne remplacera la souveraineté populaire et que nous ne céderons pas sur les mesures à prendre. Mais on pense qu'on pourra faire changer, y compris les Allemands là-dessus. C'est intéressant parce que alors cette bipolarisation, on peut la condamner, mais c'est un fait à l'approche des élections. Et on a en mémoire ces propos qu'a eu Jean-Luc Mélenchon qui critiquait la participation de la France au budget européen, qui a eu des propos durs sur la présence du drapeau européen, notamment dans l'hémicycle. Ce projet plan A, plan B, finalement, c'est une sortie de l'Union européenne. Non, vous avez en face de vous une des personnes qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du plan A, plan B. Alors si vous me dites 2 minutes, je vais essayer de vous l'expliquer. Le plan A, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on est élu demain, on a un programme sur les services publics, sur les politiques d'austérité, sur l'indépendance de la Banque centrale, qui est contraire au traité actuel, sur l'harmonisation sociale et fiscale, par exemple. Et à partir de là, nous négocions sur la base du plan A avec nos partenaires européens pour des nouveaux traités. Et en même temps, nous prenons des actes de désobéissance immédiate. Par exemple, on arrête la libéralisation de la SNCF, des choses soi-disant que l'Europe nous oblige. Si ça ne marche pas, on a un plan B. Mais il y a certains pays qui n'ont pas de rapport de force. Très certainement, le plan B est une sortie de l'euro. Je pense que la Grèce, par exemple, aurait été conduite à ça, mais ça aurait mieux valu très certainement que ce qu'elle subit. Mais pour la France, que ce soit la France ou l'Allemagne, il n'y aura pas de continuité de l'Union européenne telle qu'elle est sans nous. Autrement dit, ce n'est pas une sortie. Ça serait une reconstruction avec d'autres partenaires. Moi, j'ai coutume de dire, le plan A, c'est on change l'Europe tous ensemble. Le plan B, la France change l'Europe avec les pays qui le souhaitent. Et vous voyez bien que ce n'est pas une sortie unilatérale. Je ne crois pas à l'idée d'un Frexit, parce qu'il n'y aura pas de continuité de l'Union européenne sans l'Allemagne et la France. Mais du coup, dans cette bipolarisation forcément simpliste, s'il fallait vous ranger d'un côté ou de l'autre, vous seriez plus dans celui de Marine Le Pen, des nationalistes, des nationaux, comme elle l'appelle. Non, je ne suis pas d'accord avec cette bipolarisation. Vous avez d'abord, en réalité, il y a 1 ou 2 sondages qui indiqueraient l'idée qu'En Marche est en avance avec le Front National, le Rassemblement National pour les prochaines élections. Beaucoup d'autres montrent que finalement, il y a aujourd'hui 4 forces politiques, 4 familles politiques, que ce soit En Marche, qui reprend un petit peu, là, pour l'instant, le rôle qu'avait l'UDF dans le temps. Il ne faut pas exagérer non plus son importance. Il baisse dans les sondages. Les nationalistes, les xénophobes, le Rassemblement National, la droite, classique, on va dire, et puis France Insoumise. C'est ça, aujourd'hui, trace beaucoup de sondages. On n'est pas dans une bipolarisation. Oui. Après, on est à 8 mois du scrutin, vous avez raison de le rappeler. Partout en Europe, il y a effectivement de plus en plus de peuples qui disent « nous ne supportons plus ». Et là, à partir de là, il y a 3 options. Il y a ceux qui veulent continuer. Macron veut continuer, il veut même accentuer cette Europe-là. Il y a ceux qui disent « c'est plus supportable », mais qui proposent un repli nationaliste, xénophobe sur les frontières et qui, au lieu de s'attaquer aux banquiers, s'attaquent aux immigrés. Ça, c'est toute l'extrême droite. Et puis il y a nous qui proposons une issue progressiste par le rapport de force, par la désobéissance, par la négociation, mais qui essayons justement de travailler à une autre coopération que ce qu'on est en train de, aujourd'hui, nous vendre comme projet européen et qui n'est en réalité qu'une concurrence des peuples entre eux qui peut très mal finir. Alors, dans cette élection, il y a déjà un débat, une question très importante qui va prendre de plus en plus d'ampleur, qui est celle qui n'est pas nouvelle, qui est celle de l'immigration. Or, vos positions sont subtiles, pour ne pas dire parfois ambiguës sur ce sujet. D'un côté, vous présentez l'immigration comme une cause de paupérisation de l'Europe, comme un moyen par le grand capital de faire baisser les salaires, et de l'autre, vous êtes pour l'accueil de tous les bateaux humanitaires qui vont... je ne sais pas quelle est la position que vous décrivez, ce n'est pas notre position, donc je vais vous la résumer. Très bien. D'accord. Notre position, c'est de dire une chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de migration contrainte à l'échelle planétaire, qui effectivement est un souci d'abord pour ceux qui partent, pour des raisons climatiques,
économiques, notamment les accords de libre-échange que nous imposons aux pays du Sud pour les raisons de guerre, de démantèlement d'État. Ces migrations, en réalité, ce sont les pays du Sud entre eux qui le vivent de manière la plus épineuse. C'est par centaines de milliers, des millions de personnes. Pour l'instant, l'Europe, c'est en réalité quelque chose qui par rapport à cette masse de migrants, est quelque chose d'epsilon, réellement. On est une échelle qui est absolument gérable. Cela dit, nous disons une chose, c'est qu'on ne peut pas admettre comme ça ce grand déménagement du monde continu de gens qui sont obligés de partir. Donc, les pays qui ont une large responsabilité là-dessus, il faut qu'ils corrigent les méfaits qu'ils commettent pour justement qu'on arrive à régler les causes. Mais tant qu'on n'a pas réglé les causes, tant que nous n'avons pas réglé les causes, nous devons gérer les conséquences. Et les conséquences, je vous le dis, comme ça c'est clair, c'est l'idée que, on arrête d'exploiter les migrants dans les pays qui sont les nôtres, y compris pour baisser les coûts du travail, ce qui est le discours capitaliste, mais qui est une des raisons mineures de la baisse du coût du travail. Je vous arrête 2 secondes, parce que je reprends quand même les propos d'un très proche conseiller de Jean-Luc Mélenchon, qui est Georges Kuzmanovic. Et donc Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne représente... Oui, alors il a désavoué, mais pourtant on apprend que c'est lui qui a joué les entremetteurs de cette rencontre en début de semaine entre Mélenchon et Corbyn. Parce que Georges Kuzmanovic peut avoir des qualités sur les relations internationales sans pour autant que Jean-Luc Mélenchon se reconnaisse dans les positions sur les migrants. Moi, je vous invite plutôt à voir les contre-propositions. Vous ne dénoncez pas la bonne conscience, entre guillemets, pour reprendre les mots sur l'immigration de la gauche. C'est une expression absolument malheureuse. Je ne fais pas le lien entre migrants et chômage. On peut parler de la manière dont sont exploités les migrants, raison pour lesquelles nous sommes pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier et que nous sommes d'accord avec la revendication des syndicats, un même contrat de travail pour tous, comme ça on évitera le dumping. Mais vous savez, aujourd'hui, cette idée qui circule un peu, que j'entends de temps en temps, qui m'est désagréable, l'idée que finalement les migrants seraient dans l'armée de réserve du capitalisme. Vous savez, aujourd'hui, l'armée de réserve du capitalisme, elle est dans les pays du Sud, exploitée par les mêmes multinationales qui font produire à des coûts extrêmement bas des produits industriels. Ça, c'est une armée de réserve et c'est là-dessus qu'il faut lutter contre les accords de libre-échange, contre le dumping. Donc, pour résumer sur les migrants, nous pensons qu'il faut arrêter les faux discours. On n'expulsera pas 30 000 personnes de plus par an. Ça, c'est pas vrai. On va les renvoyer dans la marginalité. Et tant qu'on n'a pas réglé les causes, on doit être capable d'assumer ça, raison pour lesquelles nous avons proposé un statut, en plus du droit d'asile, de détresse humanitaire pour des raisons économiques et climatiques. On essaye d'avoir une explication raisonnée. Alors, une dernière question. Contrairement à beaucoup d'autres partis, vos têtes de liste sont connues pour les européennes. Il s'agit de Manuel Bompard et Charlotte Gérard. Est-ce que leur désignation pose quelques questions en interne de votre parti? Il y a certains militants qui dénoncent un manque criant de démocratie. Certains ont même créé un collectif, le collectif des insoumis démocrates, ou CID, pour appeler, ils ont créé ce collectif pour appeler à plus d'horizontalité dans votre parti, ce qui leur a valu tout simplement d'être exclus du mouvement. J'ai bien compris, en fait, en réalité, ils ne sont plus sur la plateforme. Ils ont été exclus, quoi. Donc la démocratie, non, parce qu'on ne peut pas être exclu d'un mouvement, mais chez les autres, quoi. C'est pas un parti, donc ils ne sont plus sur la plateforme. Écoutez, c'était manifestement quelques centaines de personnes au maximum qui ont fait une pétition. Voilà, c'est ça, sur un mouvement de 550 000 personnes. Donc je ne leur dénie pas le droit de penser ce qu'ils pensent, mais c'est quand même très minoritaire. Mais surtout, en réalité, les décisions qui ont été prises par rapport à cette liste, la manière de faire, c'est-à-dire un comité électoral tiré au sort, je crois, aux 2 tiers, si mes souvenirs sont bons. Je ne m'occupe pas principalement de cette partie-là, mais c'était à peu près ça. C'est quelque chose qui a été validé par une convention, une assemblée représentative, et après, il y a une liste. Et je vous assure qu'une liste européenne, il y a toujours des gens qui sont contents et pas contents, ce qui est normal. Il y a des gens qui se retrouvent dans une liste à une position, par exemple, non éligible, et qui estiment parfois légitimement que... Finalement, c'est du mécontentement normal. Je pense malheureusement que ça fait partie de l'exercice. Et que moi, si je regarde la liste qu'on a entre des syndicalistes, entre des responsables politiques, un peu tous les mouvements, des gens de la société civile, plus ceux qui peuvent arriver, puisqu'on parle d'arrivée de socialistes, de communistes, de gens des mouvements sociaux, je pense qu'on aura une très belle liste. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. C'est l'heure maintenant à Jérémy Pontieux qui va poser vos questions en direct aux députés de la France Insoumise. Bonjour, Monsieur Coquerel. Bonjour Charles. J'avais une première question. La candidate France Insoumise aux Européennes, Farida Amrani, a estimé que Manuel Valls trahissait sa patrie en se présentant à Barcelone. Et sur le Figaro.fr, Polonia estime qu'il n'a pas l'étoffe d'un maire de Barcelone. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, je pense qu'il n'avait plus l'étoffe d'un député. Il n'a plus l'étoffe d'un Premier ministre. Il n'avait plus l'étoffe d'un député. On ne l'a quasiment jamais vu, ce qui est quand même un petit problème par rapport à ses électeurs. Et je pense que Ada Colau, qui est la maire actuelle de Barcelone, qui est d'un mouvement avec lequel nous sommes très proches, je pense qu'elle l'enverra à la retraite définitive. Il y a un côté quand même assez étonnant, un peu de mégalomanie, de penser que vous avez pu échouer en tant que Premier ministre, vous êtes élu député, on ne vous voit jamais à l'Assemblée, et vous allez être le sauveur pour une grande ville en Espagne. Il y a quelque chose dont je pense qu'il a un peu pété les plombs, Valls, très franchement. L'exécutif veut augmenter le temps de travail dans les collectivités. Il compte notamment les obliger à aligner le temps de travail de leurs agents sur la durée légale de 1607 heures par an. Marie se demande si vous soutenez cette mesure. Excusez-moi, vous pouvez me la répéter là, Pardon. Elle est très précise. A annoncé qu'il voulait augmenter le temps de travail dans les collectivités, notamment en les obligeant à aligner le temps de travail de leurs agents sur la durée légale de 1607 heures par an. C'est l'alignement de la fonction publique territoriale sur le privé. Oui, écoutez, moi je suis plutôt pour aligner la fonction, le privé sur les avantages du public, plutôt que de dégrader les conditions de travail dans le privé, dans le public, qui en plus de ça, souvent on ne le dit pas, mais ont des contraintes différentes, c'est-à-dire en termes de revenus, de salaire. En général, ils sont moins payés dans le public que dans le privé, il faut le dire, mais aussi, par exemple, de missions que vous appliquez à certains endroits et pas à d'autres, de mobilité. Donc, il y a des contraintes. Après, il y a quelques avantages en échange de ces contraintes, et je ne pense pas que l'idée, ça soit d'aller vers un moins-disant social, mais l'inverse. D'accord. Sur Twitter, vous avez déclaré être ressorti sceptique d'une réunion que vous avez eue avec Édouard Philippe pour évoquer les moyens et mesures en Seine-Saint-Denis. Le Premier ministre n'a pas été convaincant. Non, il est charmant, le Premier ministre. Moi, je le trouve plutôt sympa, je veux dire comme ça. Mais on était tous les parlementaires de tous les bords politiques, je ne sais pas si vous voyez, avec le même constat. Inégalité républicaine, pas assez d'État, pas assez de moyens en Seine-Saint-Denis. Dans des proportions qui sont vraiment encore plus importantes que dans d'autres endroits de France qui souffrent aussi d'inégalité. Et à la fin, on avait envie qu'ils nous disent « bon, on va travailler ensemble, on va essayer de regarder ce que vous proposez pour voir quelles solutions concrètes ». Et il s'est contenté de dire « je vais réfléchir ». Moi, je l'ai relancé, je lui ai dit « au moins, donnez-nous un calendrier, c'est une échelle de mois, d'années ». Il m'a dit « non, mais j'ai pas coutume de dire des mots en l'air ». On verra bien, dont acte, mais c'est vrai qu'on est quand même un peu sceptique, surtout que la politique du gouvernement est exactement l'inverse. C'est moins d'État, moins de moyens. Donc je suis perplexe. Vous pensez qu'il ne reviendra pas sur sa position? On verra bien. Ouais. Après tout, moi, s'il veut me... Vous n'avez pas l'impression d'avoir été entendu, quoi. Si, je vais vous dire exactement. Je pense qu'il a entendu ce que nous lui avons dit. Mais que par contre, il a une politique nationale qui fait que je vois mal comment il va répondre aux souhaits qui sont les nôtres, qui sont en réalité plus d'égalité et qui effectivement l'entraînerait du coup à envisager ça pour d'autres territoires, parce qu'il y a d'autres territoires qui souffrent. Donc je pense qu'il entend, mais que sa politique est contraire à ce que nous demandons. Donc il aura un peu des difficultés. Mais je veux bien être agréablement surpris, j'ai pas de problème. C'est une dernière question. Vous êtes présenté comme inquiet, vous êtes déclaré inquiet sur l'impact des JO dans le département de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui vous inquiète? Alors, ce qui m'inquiète, vous savez, j'aime beaucoup les Jeux Olympiques. Peut-être vous étonnez, mais moi j'ai travaillé dans les Jeux Olympiques. Je me suis occupé d'une équipe de France pendant j'étais à plusieurs JO. Donc l'idée même des JO est une belle idée. Seulement j'observe que depuis quelques années, ça coûte de plus en plus cher aux collectivités. Souvent, ça explose les budgets, qu'il y a des promesses d'accompagnement à côté qui ne sont pas. Et sur la Seine-Saint-Denis, on a promis qu'avec les JO, en gros, ça allait être le bonheur pour tous. La maire de Paris a eu des mots incroyables là-dessus. Et ce que j'observe au fur et à mesure, c'est que les budgets qui étaient promis pour revaloriser d'un point de vue écologique et social la Seine-Saint-Denis, ils sont en train de disparaître. D'enfouissement d'une ligne de haute tension ici, de recouvrement d'une autoroute là, et que derrière apparaissent de plus en plus des partenariats publics-privés, et je sais ce que ça veut dire. C'est souvent qu'en plus les délais avançant, eh bien c'est souvent le privé qui bénéficie de tout ça et pas le public. Donc voilà pourquoi je m'inquiète. Oui, d'accord. Merci Jérémy. Merci beaucoup Éric Coquerel, et merci à vous. Rendez-vous demain pour un nouveau talk Le Figaro où nous recevrons le socialiste François Calfon.